Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Champ visuel. Collection dirigée par Pierre-Jean Bengozi, Raphaël Moine, Bruno Péquignot et Guillaume Soulez. Une collection d'ouvrages qui traitent de façon interdisciplinaire des images, peintures, photographies, BD, télévision, cinéma, acteurs, auteurs, marché, metteurs en scène, thèmes, techniques, public, etc. Cette collection est ouverte à toutes les démarches théoriques et méthodologiques appliquées aux questions spécifiques des usages esthétiques et sociaux des techniques de l'image fixe ou animée, sans craindre la confrontation des idées, mais aussi sans dogmatisme. Dernière parution. Françoise Barbepetit et Anne-Laure Dubrac, Alfred Hitchcock à la lettre. Entre cri et écrit, 2021. Paul Obadia, Devant le décor. Le personnage et le monde, Duvivier, Carnet Hitchcock-Melville, 2021. Jean-François Pigoulier, La décennie 2010 au miroir des fictions télévisées, 2021. Maxime Dida, Géopolitique et cinéma, Images de la puissance, Puissance des images, 2021. Raphaël Vanneau, Disney Star Wars contre-attaque. Laura face à la franchise, 2021. Frédéric Chaume, Jean-Noël Pappens, doublage et sous-titrage. Guide d'une profession en plein essor, 2021. Guglielmo Scafrimuto, français d'origine étrangère, 2021. Caroline Hitz, Cinéma et mythologie. Varda, René, Honoreano, 2021. Julien Joly, Patricio Guzman, Une histoire chilienne. Le cinéma au cœur du monde, 2020. Camilo Suarez, L'espace immatériel dans le cinéma de Jia Zhangke. Une politique du regard, 2020. Michel Estève, Théo Angelopoulos ou la poésie du cinéma politique, 2020. Jean-Claude Chirolet, Photographie et fractalité. Photologie fractale, 2020. Johan Guglielmetti, L'indépendance de la musique de film, 2020. Joachim Daniel Dupuis, Saul Bass, Cinéma et écologie, des fourmis et des hommes, 2020. De la même auteur. Cinéma et littérature au Brésil. Les mythes du sertan, émergence d'une identité nationale, Paris l'Harmattan 2002 359 p. Brésil, l'atelier des cinéastes, Paris l'Harmattan 2004 179 p. Cinéma et Cordel. Jeu de miroir intertextualité, Paris l'Harmattan 2018 255 p. Traduction. Glauber Rocha et l'esthétique de la fin, Ismaïl Xavier, Paris l'Harmattan 2008, 215 p. Révision critique du cinéma brésilien, Glauber Rocha, Paris l'Harmattan, 2021, 228 p. Mémoire d'un malgré nous, rescapé de la bataille de Budapest, février 1943 au mai 1945, Paris l'Harmattan 2021, 145 p. Préface. Complainte nocturne, Claudio Aguiar, traduit du brésilien par Gabi Kirsch, Paris l'Harmattan 2005, 366 p. Le hors-la-loi Lampiao et sa bande, Claudio Aguiar, traduit du brésilien par Gabi Kirsch, Paris l'Harmattan 2017, 146 p. Préface. Discours prononcé par João Moreira Salles, directeur de l'Instituto Moreira Salles, à l'occasion de l'hommage rendu à José Carlos Avelar. Madrid, 5 juin 2017. Cher Monsieur Santiago Miralles Huete, directeur général de Casa de América. Votre Excellence l'ambassadeur du Brésil Antonio Simoes. Chers amis, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui, vous qui avez tant aimé Avelar comme moi. Cependant, contrairement à la plupart d'entre vous, je n'ai pas eu la chance d'être un ami proche de celui à qui nous rendons hommage. À mon grand regret, je l'ai rencontré sur le tard. Nous étions séparés par la différence de génération et par les cercles sociaux que nous fréquentions. Nous avions des amis et des intérêts communs bien sûr, mais les relations n'étaient pas aussi riches que je l'aurais souhaité, et certainement insuffisantes pour que deux connaissances deviennent de proches. Contrairement à Avelar, je ne me suis jamais défini exactement comme un homme de cinéma, à savoir une personne capable de correspondre avec la même intensité à l'enthousiasme dont il faisait preuve. Ses films préférés et ses cinéastes de cœur lui servaient de balises pour orienter sa façon d'être au monde. Pour paraphraser un célèbre entraîneur de football,
Le cinéma pour Avelar n'était pas une question de vie ou de mort, c'était bien plus important que cela. Il me serait impossible de correspondre à un si grand amour. La sensibilité est un aléa du destin. On ne choisit pas ce qui nous émeut. Pour ma part, j'ai toujours considéré le cinéma comme une manifestation de notre esprit parmi d'autres, tout au plus un acteur secondaire de l'ingéniosité humaine, et non un protagoniste. À deux exceptions importantes près, tous mes amis les plus proches ne sont pas des personnes liées au cinéma. Je ne fréquente pas les festivals, et je dois avouer avec une certaine gêne que ma culture cinématographique est pleine de lacunes. Si Avelar avait connu l'anthologie de films que je n'ai jamais vus, il aurait été déçu. C'est pourquoi je me sens comme un poisson hors de l'eau parmi vous, comme un invité qui n'est pas à sa place. Si je persiste à garder la parole, c'est parce que je crois que quelqu'un comme moi peut apporter quelque chose de précieux à cet hommage. Je me réfère à un jugement objectif. J'aimerais pouvoir vous parler des longues discussions avec Avelar, ou des nuits que nous aurions passées à bavarder après les projections de Berlin, Guadalajara, Saint-Sébastien ou Cannes. Comme cela n'est malheureusement pas possible, il me reste le souvenir d'un Avelar à une certaine distance, non pas perçu sous la lumière d'une grande amitié, cette douce lumière qui adoucit les bords et arrondit les angles. Des compagnons de toute une vie, il est naturel de dire qu'ils sont admirables. C'est tout autre chose que d'admirer profondément quelqu'un que l'on connaît très peu. C'est mon cas, et je vais vous expliquer pourquoi. Avelar a travaillé à l'Institut Moreira Salles, que j'ai présidé de 2008 jusqu'à sa mort en 2016. Il était responsable de la programmation des films et de la collection de DVD édités par l'IMS. Il a repris une salle de cinéma qui programmait des films du circuit commercial, et l'a transformée en une salle de cinéma de répertoire. Il s'est occupé de tout, depuis la programmation à l'édition des textes critiques offerts au public. Pour lui, la lecture de textes sur les films était une extension de l'expérience cinématographique. Comme l'a fait remarquer sa collègue Barbara Rangel, Avelar pensait que les personnes qui s'apprêtaient à sortir de chez elles pour voir un film de répertoire méritaient le meilleur appareil critique possible. C'est dans ces brochures distribuées gratuitement que réside le véritable service qu'une cinémathèque du XXIe siècle pouvait rendre aux spectateurs. Avelar les produisait chaque mois avec la précision d'un horloger. Il s'est personnellement occupé de leur mise en page, de la sélection de tous les textes et de leur édition, avec soin et affection. Il plongeait dans sa vaste cinémathèque à la recherche de perles de la critique mondiale, qu'il mettait ensuite à jour pour les nouvelles générations. Il a consacré la même attention aux DVD, et au lieu d'ajouter des extras supplémentaires et sans consistance, il a préféré les faire accompagner de livrets avec des essais critiques. Il y avait quelque chose de chimérique dans cet effort, car les temps n'étaient plus les mêmes qu'à l'âge d'or des CINE Accent Aigu Club et des cinémathèques, une période qu'Avelar a intensément vécue et dans laquelle il a joué un rôle très important. Entre les années 1960 et 1990, il a toujours été présent dans les débats et les cours organisés dans ces espaces. Il a également dirigé pendant 1 an la cinémathèque du Musée d'art moderne de Rio de Janeiro, une institution avec laquelle il entretenait une relation étroite depuis les années 1960. Le rôle central des cinémathèques pour le renforcement d'une culture cinématographique était alors incontestable, puisque sans elles, les films classiques ou à faible pénétration commerciale ne pouvaient pas être vus. Pour des raisons évidentes, tout a changé avec l'universalisation de l'Internet. Je ne pense pas qu'on ait déjà trouvé une bonne réponse à la question de savoir quel serait le rôle d'un cinéma de répertoire, dans un monde où presque tous les films sont instantanément accessibles sur le net. Regarder le cuirassé Potemkin sur le support original, sur grand écran et dans le noir, est un avantage, mais je ne sais pas si cela sera encore suffisant. De même, l'expérience collective du cinéma par opposition à celle solitaire, de la personne branchée à son ordinateur avec des écouteurs, modifie sans aucun doute la manière de vivre le cinéma. Il est toutefois indéniable que pour les moins de 30 ans, la nécessité de se rendre physiquement dans un lieu pour voir ce qui est à portée d'un clic est anachronique. Offrir un dispositif de soutien critique, comme l'a fait Avelar, serait une autre façon de densifier l'expérience cinématographique, mais en ces temps de dispersion et de précipitation,
où l'image est plus importante que la lettre, le matériel distribué gratuitement ne suffira pas à convaincre les gens de sortir de chez eux. Pour Avellard, rien de tout cela n'était une source d'anxiété. En l'absence de solution pour un tel dilemme, que, rappelons-le, ni lui, ni personne n'a pu trouver, il a continué à remplir ce qu'il considérait comme étant de sa responsabilité, faire venir le meilleur du cinéma mondial dans cette petite salle de Rio de Janeiro, en respectant toujours les meilleurs critères de projection. Antonioni, Pasolini, Kurosawa, Tarkovsky, Chris Marker, Bresson, Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade, Léon Hirschman, Patricio Guzmán, Fernando Solanas, José Luis Guérin, Lucrecia Martel, Sergio Oxman, Sandra Kogut, Maria Augusta Ramos. Ils sont tous passés par notre écran. Une jeune collaboratrice d'Avellard, Laura Liuzzi, nous raconte que parfois tous les deux descendaient chercher le décompte des entrées du cinéma. Il avait programmé une fois le Faust de Murnau. Il s'agissait d'une copie 35 mm envoyée d'Allemagne, après de laborieuses négociations faites par Avellard. La billetterie a indiqué 2 spectateurs dans la salle. Laura était inconsolable. Avellard ne l'était pas. Ce n'est rien, a-t-il proféré de sa voix placide. Si 2 personnes sont venues et que le film s'est avéré important pour l'une d'entre elles, mon travail est déjà terminé. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il considérait qu'il était plus audacieux, et peut-être même plus important, de séduire 2 personnes pour voir un film muet de 1926 que de remplir la salle, comme il le faisait si souvent avec des projections plus populaires du cinéma américain. Bien qu'il ait toujours cherché un équilibre entre des programmes plus ou moins exigeants, et qu'il n'ait jamais manqué de respecter le budget, je sais qu'il considérait que le rôle d'un cinéma de répertoire était de servir la tribu des rares, des excentriques, de ceux qui ne pouvaient pas assouvir leur faim dans les salles des centres commerciaux. Parmi les rétrospectives organisées par Avellard, l'une des plus réussies, a été un cycle dédié à Clint Eastwood, dans lequel 48 films de ce réalisateur ont été projetés. Il ne me l'a jamais dit, mais je suis sûr que du point de vue de sa fierté professionnelle, il n'aurait pas hésité à troquer l'une des nombreuses projections bondées de ce cycle contre la salle à moitié vide dans laquelle une poignée de personnes exotiques a suivi les 9 heures de l'extraordinaire documentaire de Wang Bing, À l'ouest des rails. Moi non plus. Les curieux, les aventuriers et les angoissés formaient la bande d'Avellard. Presque chaque semaine, il s'adressait à ses collègues de l'IMS et leur annonçait « Je descends au café pour un moment parce que j'ai un SUMENTE ». L'acronyme était de son invention et signifiait Surintendance des affaires mentales, SUMENTE. Il s'agissait d'une sorte d'organisme soviétique géré par un seul employé, lui-même, dont le travail consistait à fournir des soins psychologiques aux cinéastes brésiliens anxieux, angoissés, déprimés ou en crise de créativité, une clientèle importante qui, dans un pays plus riche, disposerait de tout un hôpital pour soulager sa douleur. Dans notre cas, Avellard avait réussi à s'en occuper tout seul. Il leur indiquait le chemin de croix des programmes de financement, leur montrait comment améliorer un scénario, leur suggérait des fins pour des films sans dénouement et, entre octobre et novembre, il recevait une procession de réalisateurs en détresse qui cherchaient des conseils sur ce qu'ils devaient faire pour que leur film soit accepté au Festival du film de Berlin, auquel Avellard a toujours été étroitement lié. Les jeunes cinéastes qui découvraient le monde du cinéma pouvaient toujours compter sur son soutien. C'est lui qui a suggéré à mon frère Walter de postuler pour le prix du scénario du Sundance Institute, avec le texte de Central du Brésil. Walter l'a remporté, franchissant une étape fondamentale dans la trajectoire du film, sans laquelle son succès ultérieur aurait été impossible. Pour mémoire, il y avait plusieurs catégories de SUMENTE, SUMENTE Gold, SUMENTE Diamant et ainsi de suite. Chacune correspondait à un certain niveau de déficience spirituelle du bénéficiaire. J'ai dit récemment que j'admirais profondément Avellard, bien que de loin. Tout ce que j'ai raconté jusqu'à présent, son long militantisme dans le domaine du cinéma, son travail à l'IMS, voire sa générosité envers les cinéastes vétérans et novices, force l'admiration. Mais si j'ai utilisé cet adverbe, profondément, je l'ai fait à cause d'une histoire avec laquelle je voudrais conclure ce témoignage. Il s'agit de l'un de ces SUMENTE qu'Avellard a offert à quelqu'un qui, sans aucun doute, devait appartenir à la catégorie platinum du programme, réservée au cas des troubles les plus graves.
En 1997, au moment où s'est déroulée cette histoire, je ne connaissais ni Avelar ni l'homme angoissé en question. La distance entre moi et les personnages était donc encore plus grande. 13 ans avant cette date, en 1984, Eduardo Coutinho, alors âgé de 50 ans, avait lancé Un homme à abattre, Cabra Marcado par Amore. Le film, conçu comme une œuvre de fiction, avait été interrompu par le coup d'État militaire et sortait finalement sous la forme d'un documentaire, 20 ans après le premier tournage. C'était une période difficile pour Coutinho, une sorte de limbe créatif dans lequel il avait commencé à douter de lui-même. La première a tout changé. L'accueil d'Un homme à abattre a consacré son talent, tant au Brésil qu'à l'étranger. Ce sentiment de mort vivante dont il avait souffert pendant tant d'années s'était dissipé pour revenir, insidieux, dès que le film avait achevé son cycle de festivals et de premières. Les années ont passé 86, 87, 88. La décennie suivante a commencé 90, 91, 94, 95, et Coutinho n'a pas pu réaliser un deuxième film. Des années plus tard, lors d'une discussion, il m'a expliqué « J'étais mort pour la seconde fois. Une nouvelle vie dépendait du courage d'affronter le rejet. » Ce déclic, comme il l'a dit, a eu lieu une nuit de juillet 1997, lorsque Coutinho a demandé à être reçu par Avelar, à l'époque directeur de Rio Film, une agence de promotion et de distribution de films liée à la mairie de Rio de Janeiro. Le SUMENTE le plus lourd de conséquences pour l'histoire du cinéma brésilien contemporain, était sur le point de se produire. Coutinho ne se souvenait plus s'il avait bu quelques verres avant l'entrevue. À jeun ou non, il a pris son courage à deux mains et a dit à Avelar qu'il voulait réaliser un long-métrage qui ne montrerait que des gens qui parlent. Il a été très franc. Il était convaincu que personne ne s'intéressait plus à ce qu'il avait à dire. Il avait donc décidé de faire un film que lui seul aimerait voir. Il ne savait pas si des gens qui parlent devant une caméra statique, c'était du cinéma ou pas, mais c'était ce qu'il avait en tête, et il n'avait personne d'autre qu'Avelar vers qui se tourner. C'était son dernier appel à l'aide. Avelar n'a pas hésité. « Fais ton film et je me débrouillerai pour te trouver l'argent. » Maintenant qu'Avelar se trouve hors d'atteinte des autorités, on pourrait vérifier ce qu'il a risqué en donnant le feu vert à Coutinho sans avoir à passer par la bureaucratie des programmes de financement public. Que Dieu le bénisse pour cela. Ce geste courageux d'un responsable culturel est à l'origine de la plus belle renaissance de l'histoire de notre cinéma. José Carlos Avelar, ce despote éclairé, comme Coutinho a commencé à le désigner en plaisantant. Santo Forte, le film qu'il a réalisé avec les ressources obtenues par Avelar, a remporté le festival de Gramado et a donné un élan à la deuxième vie de notre plus grand documentariste. Un homme à abattre est un film splendide, mais il n'a pas généré d'adeptes. C'est un soleil froid, selon les propres mots de Coutinho. S'il n'était pas allé au-delà d'Un homme à abattre, nous aurions un chef-d'œuvre, mais pas une œuvre. C'est à Avelar que nous la devons. Il a été l'ami qui lui a lancé la bouée de sauvetage dont il avait besoin pour atteindre vivant l'autre rive du fleuve, d'où il est parti pour réaliser les 9 films qu'il a tournés après Santo Forte, grâce à Santo Forte. Avoir été à l'origine de ce qui, pour moi, est l'œuvre la plus originale du cinéma brésilien contemporain, et l'un des films documentaires les plus importants de ces dernières décennies, est l'un des héritages que José Carlos Avelar nous a laissés. On ne peut rêver mieux. J'ai produit les 9 films qui ont suivi Santo Forte. J'ai rencontré Coutinho grâce à Santo Forte, puisque nous avons participé tous deux à une table ronde où l'on a discuté de son film et d'un des miens, Nouvelles d'une guerre privée, Noticias de uma guerra particular, que j'ai co-réalisé avec Katia Lund. Il est impossible de surévaluer la dimension de cette rencontre dans ma vie. Peu de choses ont plus de valeur pour moi que l'amitié que j'ai entretenue avec Coutinho. Et je le dois à Avelar. Je reviens donc à ce que j'ai dit au début. Je n'ai jamais été un ami intime d'Avelar. Je n'ai jamais pu lui dire à quel point je l'admirais pour tout ce qu'il avait fait, avant même de le rencontrer. Je ne peux plus le faire. Je profite donc de cette occasion pour lui déclarer publiquement mon admiration, en présence de certains de ses amis les plus chers. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui.
C'est aussi la raison pour laquelle la salle de cinéma de Rio de Janeiro à laquelle il s'est consacré pendant 8 ans s'appelle désormais Salle José Carlos Avelar. Merci beaucoup. João Moreira Salles. Père pays, mère patrie. 1. Allez maman, oublie. D'accord. Sao Paulo, mars 1990, un appartement exigu à côté du Minossao. Paco tente de convaincre sa mère, il vaut mieux oublier. Il traîne son livre partout avec lui. Il s'enferme toute la journée dans sa chambre avec le livre. Les cours ont déjà commencé, et le fils n'est pas encore allé à l'université. Inquiète, la mère s'approche doucement s'excusant presque, « Tu ne le lâches pas une seconde ce livre ?» Elle ne veut pas déranger, mais veut savoir de quel livre il s'agit. C'est bien le livre de physique ? La réponse tombe, ça c'est une autre histoire. Je ne vais pas t'en parler maintenant. Mais si tout marche bien, ma vie va complètement changer. Cette réponse incomplète redouble l'inquiétude de la mère. Tu vas quitter la maison ? Et nos projets ? Et San Sebastián ? Tu as déjà oublié ? Paco n'a pas oublié, mais il pense que sa mère devrait oublier. Allez maman, oublie San Sebastián, au moins pour le moment. La couturière Manuela qui vit seule avec son fils, a fait le projet de rentrer dans son pays natal. Elle vient de vendre 2 robes de plus et l'argent du compte épargne suffit déjà pour payer son billet, ainsi que celui de Paco en 36 mensualités, avec des intérêts très bas comme l'a annoncé le journal. Écoute-moi bien maman. La télévision montre la prise de fonction du président Fernando Collor, tandis que le fils insiste. On n'a pas la moindre possibilité d'aller en Espagne maintenant. Manuela, d'une voix faible, dit qu'elle ne comprend pas, ce qui laisse entendre qu'elle sait que son fils a raison. Ce n'est pas une lubie. Elle sait que ce n'est pas possible, mais elle a besoin d'y retourner. Il ne peut pas simplement répéter et répéter à nouveau « Oublie San Sebastián ». Oublie, c'était une erreur. Alex se montre froide et distante quand elle laisse tomber Paco dans le patio du Cap Espichel pour prendre l'autobus de retour vers Lisbonne. « Je ne suis pas ta mère. » Pour hier soir, dit-elle. C'est fini. Compris ? C'était une erreur, d'accord ? Paco ne sait que faire, loin de la maison, loin de tout seul. Il se réveille, Alex n'est pas là. Il l'appelle sans obtenir de réponse. Il la cherche dans le vide, marche dans le patio sans savoir où aller, aperçoit Alex au loin, court, agrippe fermement son bras et d'une voix en colère contre elle lui demande « Tu vas où ?» Il proteste « T'allais pas me laisser ici. » Et toujours en colère il la supplie « Te tire pas, d'accord ?» Elle s'éloigne, le visage fermé, dit qu'elle ne peut rien faire de plus, qu'elle va retourner à Lisbonne et d'un ton agressif lui crie « Merde, tu te prends pour qui ?» Désorienté, Paco pense qu'Alex représente le seul moyen de toucher l'argent qu'on lui a promis à Lisbonne afin qu'il puisse poursuivre son voyage pour San Sebastián. Effrayé, Alex pense que Paco est impliqué dans ce qui est arrivé à Miguel et cherche à se débarrasser de lui. Étrangers l'un à l'autre, ils ne se connaissent pas et ne connaissent pas la situation dans laquelle ils se trouvent plongés. Ce sont 2 étrangers sur une terre étrangère, étrangers à eux-mêmes, exilés au Portugal. Le spectateur suit la discussion tendue, aux gestes exagérés, des personnages guidés par un manque de connaissances et plongés dans des tensions différentes de celles qu'ils vivent. Ce qui compte vraiment dans cette séquence et dans le film comme un tout, ce n'est pas exactement l'action qui se déroule dans l'image, mais l'image comme action. La tonalité de la photographie, un noir et blanc de noir très dense, et le cadrage, le point de vue dont on voit la scène, l'objectif choisi et le mouvement de caméra rapprochent terre lointaine, Terra Estrangeira, Walter Sall et Daniela Thomas 1995, d'une fable, d'une passion feinte, pour emprunter les mots d'un personnage qui traverse rapidement l'histoire, plutôt en marge de l'aventure vécue par les protagonistes, à savoir l'actrice qui récite un extrait de Hamlet au théâtre. En réalité, ce personnage n'est pas seulement en marge de l'histoire du film. Il se trouve également en marge de l'image dans laquelle il apparaît à peine. La caméra se trouve du côté de Paco. Il finira par entrer au théâtre par la porte de service. Il aperçoit la scène depuis l'allée, comme le machiniste et l'éclairagiste, à travers les cordes, les écrans et les cadres en bois qui soutiennent les décors. C'est en montrant les éléments qui se trouvent hors de portée des yeux du public, mais qui soutiennent la scène théâtrale, que le film révèle une partie de ses éléments dramatiques.
Il montre ce qui soutient la scène cinématographique. Si ce n'est pas tout à fait caché, du moins ce n'est pas évident sur l'image. Lorsque le personnage sur scène parle du travail de l'acteur, il évoque en fait le travail du film, mais la compréhension de ce second ou premier sens du texte apparaît seulement dans sa totalité à la fin de la projection, quand très probablement le spectateur a déjà oublié et ne se rappelle plus avoir entendu ce que dit l'actrice à ce moment-là. Après avoir oublié, et justement parce qu'il a oublié, il comprend ce qu'il a vu et entendu. N'est-il pas monstrueux que cet acteur-là, pour une fable, une passion feinte, puisse obliger son âme à éprouver ce qu'il veut, au point de faire pâlir son visage, de faire monter les larmes aux yeux, d'être saisi d'angoisse, d'en avoir la voix qui tremble, et d'ajuster toute son apparence à ce qu'il prétend être? Le film, d'une certaine façon, fait de même. La même chose est son contraire de façon simultanée, car dans le film, l'âme sent ce dont l'acteur ne veut pas, le quotidien oppressant qui fait monter les larmes aux yeux, l'angoisse qui envahit son visage, la pâleur de ses joues et le tremblement de sa voix, et force tout ce qu'il ressent pour de vrai à se transformer en fable, en passion feinte. Paco court après Alex dans le patio du couvent, mais ce que montre vraiment l'image, ce n'est pas Paco, ce n'est pas Alex, ni même le patio. Les personnages, ni le décor réel dans lequel ils bougent, n'apparaissent guère. L'image est avant tout un dessin presque abstrait. Une croix dans un espace marqué par deux lignes diagonales, des traits droits, larges et obscurs à la recherche d'un point de fuite tordu et déséquilibré dans un horizon distant. Le lieu dans lequel nous nous trouvons, nous les spectateurs et les personnages du film, est une terre étrangère. Le patio est la salle de projection, l'espace physique de la scène et l'espace magique du cinéma, l'obscurité de la salle et la lumière de l'écran, tout ce qui est à portée de regard et ce que le regard induit et devine, tout apparaît comme une terre qui transforme les personnages en des personnes. Le cinéma, la salle et l'écran, est le lieu idéal par excellence où le spectateur peut se perdre en une passion feinte. Il fait en sorte de n'être personne, pour être quelqu'un dans la réalité autre du film. Il se divise en trois durant la projection. Il est en partie lui-même, en partie personne, et en partie le personnage de l'écran. Mais ce que l'on fait temporairement pour mieux s'ajuster au moment de la projection, c'est-à-dire se réduire à n'être personne, est la condition essentielle de Terre lointaine. Le spectateur qui se perd de sa réalité propre dans la réalité autre du film, continue d'être personne aux côtés des personnages. La rue obscure sous le viaduc à Sao Paulo, le métro de Lisbonne, l'immeuble écrasé par l'énorme publicité collée sur son mur, la librairie de Pedro, le magasin d'antiquités d'Igor, l'hôtel des voyageurs à Lisbonne, l'appartement de Manuela à Sao Paulo, tout comme l'espace ouvert du Cap Espichel, tous les décors écrasent les personnages et les spectateurs et les réduisent à rien. Paco ne comprend pas pourquoi Alex l'a laissé seul. Merde, t'es qui? Tu te prends pour qui? Avant qu'Alex ne réponde, avant même que Paco ne formule la question, l'image dans laquelle il court à sa rencontre a déjà répondu. Elle est un petit gribouillis informe qui se déplace de façon erratique dans un ordre géométrique oppressant. Il est un rien. Elle est un rien. Un personne poursuit un personne qui souffre de la mort d'un troisième personne. Quand finalement elle hurle la réponse, qu'elle ordonne à Paco d'oublier, de disparaître, de foutre le camp et de retourner au Brésil, Alex ne fait que répéter ce que l'image nous disait auparavant sur elle, « Je ne suis personne. » Et toi donc encore moins? Et l'autre personne est mort il y a 3 jours. Terre lointaine raconte une histoire datée. Elle se situe dans les 2 semaines qui séparent la prise de fonction de Fernando Collor de Mello le 15 mars 1990 et le 1er avril de la même année, anniversaire du coup d'État militaire de 1964 et jour du mensonge. Il parle de Brésiliens perdus, comme des étrangers parfaits, non seulement allant de plus en plus vers nulle part mais encore venant chaque fois plus de nulle part, note José Miguel Wisnik, auteur de la musique du film. Nous voulions de façon consciente raconter une histoire qui partirait du documentaire, le chaos résultant du plan Collor, pour déboucher ensuite sur une fiction, expliquent Walter et Daniela. C'est peut-être parce que nous avons été excessivement intimidés par la capacité de la télévision à contrôler et à définir le passé récent du Brésil, que nous avons évité de traiter la réalité contemporaine au cinéma. Mais il y a quelque chose de fascinant dans la possibilité de faire un film urgent, qui parle de quelque chose qui a changé la vie du pays tout entier.
Ce processus de construction, qui part d'un fait réel pour aboutir à une fiction, conduit le spectateur à faire le chemin inverse, partir de la fiction pour déboucher sur le documentaire. Ce qui compte vraiment à l'écran, c'est le spectacle ou mieux, la structure de la construction du spectacle, ce que dit le cadre et ce que l'image donne à ressentir. Peu importe que le revolver d'Alex ne contienne pas de balles, ce qui compte, c'est le geste du suicide. Le revolver sur la tempe, le doigt sur la gâchette et le bruit sec du coup. L'image est fiction. Elle ne rend pas compte du réel, elle ne représente pas, elle ne réfléchit pas. Elle construit une représentation critique, pense l'exil et la vie perdue en terre étrangère comme un suicide. Ce qui compte, c'est ce qui est immédiatement visible. Le revolver sur la tempe, la fourchette sur la poitrine, les diamants aux pieds du violoniste aveugle, l'affiche des culottes Hope sous l'affiche des slip mash, la voiture à la frontière, le couple échoué sur la plage, comme un vers visuel illustré par les paroles de Vapor Barato chantées auparavant. Oh oui, je suis si fatigué, mais pas pour dire que je vais partir, je vais prendre ce vieux navire. Seule l'action purement cinématographique compte. Le visage désespéré de Manuela devant la ministre Zélia Cardoso de Mello, dont l'image à la télévision est déformée quand elle annonce la confiscation de l'épargne. Ce qui saute aux yeux, c'est Manuela morte sur le canapé, la télévision toujours allumée, mais sans image ni son. La ministre, depuis l'intérieur de la télévision, a mis la main sur le livret d'épargne de Manuela, tout comme un jour Nininia. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.